Mais nous, de notre côté, ce soir, on va surtout parler optimisation de parcours utilisateur avec Simon, et notamment dans le domaine de la vérification d'identité à distance. Alors, avant de passer sur le sujet, je vous représente rapidement qui sont les Meetup LPCX. On est la petite sœur, le petit frère de la Product Conf qui a lieu une fois par an et là qui aura lieu au mois de juin. Euh, on vous propose des meet-up mensuels sur le produit, que ce soit sur du mobile, sur du web, sur des SaaS, dans tout type de secteur d'activité, que ce soit dans des contextes B2B, B2C, ou comme ce soir B2, B2C, avec Simon et Hubble. Je vous copie-colle les replays, les liens vers les replays vidéo et audio dans le chat. Et si vous avez envie de participer en tant que speaker à un prochain meet-up, n'hésitez pas à nous contacter. Ce que je te propose, Simon, c'est peut-être te présenter déjà. Ça y est, les meet-ups, c'est bon. Pour te présenter rapidement, je pense qu'on peut commencer par cette information importante. Tu es belge Oui, d'origine. Je pense que tu aimes beaucoup les frites. Euh, Tu es arrivé en France, ça fait quelques années maintenant, et tu as commencé ta carrière notamment chez UX République, qui est une société de conseil spécialisée, comme son nom l'indique, à l'époque vraiment spécialisée sur l'UX. tout Puis à ensuite, fait. tu as rejoint les équipes produits de banking. C'est là où d'ailleurs on s'est rencontrés. Tu étais mon UX designer à l'époque. Et puis depuis quelques mois, depuis même le début de l'année, si je peux dire, tu as rejoint les équipes de Hubble, dont tu vas nous parler ce soir. Alors, Tout à fait. moi personnellement, avant de te rencontrer et avant de suivre ton parcours chez Hubble, je ne connaissais pas Hubble. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement qui est Hubble? Qu'est-ce que vous faites Oui, chez Hubble? Et je vais en profiter pour vous partager mon écran euh, afin que vous ayez une vue d'ensemble sur le parcours de Hubble également. Hop là. Et voici. ok. Et donc, un grand merci de me recevoir et de pouvoir échanger ce soir. Du coup, en fait, Bell est une startup qui a pour but de proposer la meilleure expérience de vérification d'identité à distance. Donc, une vérification d'identité qui va réussir à allier simplicité, rapidité et sécurisation, en fait. Parce que la vérification d'identité à distance est vraiment un secteur qui est en plein boom, qui commence à toucher beaucoup, beaucoup d'entreprises et qui est appelé à en toucher beaucoup plus. Parce que simplement, on doit s'assurer du plus haut niveau de sécurité, on doit aussi s'assurer de diminuer un maximum le nombre de fraudes. Et Mhm. donc, Hubble travaille à vraiment proposer un parcours qui soit le plus fluide et le plus optimisé possible pour que cette expérience soit vraiment ultra positive pour l'utilisateur. Et donc, que ça se passe de façon fluide et complètement invisible de son côté. D'accord. Alors, je vais avancer dans les slides. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu Oui, plus, du coup, comment ça se passe sur Hubble? oui. Alors voilà, en fait, du coup, la vérification d'identité, on a tendance à penser que ça va se limiter aux acteurs bancaires, mais Ouais. c'est vraiment quelque chose qui est en train de se déployer de plus en plus. Donc, avec l'apparition de services, par exemple, comme de la location de véhicules, de voitures ou de motos ou quoi, sur lesquels vous ne rencontrez pas forcément quelqu'un, eh ben, c'est tous des systèmes où on va pouvoir justement vous demander de vérifier votre identité en amont, de façon à s'assurer que c'est bien vous et que la pièce que vous présentez est authentique aussi. Il y a ça aussi dans le cas du recrutement, dans le cas de, par exemple, pas mal de services de livraison pour s'assurer que les personnes engagées sont, vu qu'il y a en fait peu de rencontres qui s'opèrent et que tout est très automatisé, eh ben, on essaie de s'assurer vraiment que les documents présentés sont bien liés aux personnes qui les présentent et qu'il n'y a aucun souci de ce côté. Et voilà, et aussi ben, vraiment lutter contre la fraude. Par exemple, ici avec le confinement, il y a eu une augmentation des tentatives de fraude au niveau mondial avec pas mal de cartes ou quoi, et ben, la vérification d'identité à distance est un atout pour pas mal d'entreprises pour s'assurer en fait que ce sont bien les utilisateurs qui sont à l'origine des demandes, par exemple de crédit ou d'achat ou quoi que ce soit. Ok. Et du coup, quand toi tu as rejoint Hubble, c'est quoi le périmètre sur lequel tu interviens aujourd'hui? Oui. Moi, j'ai rejoint Hubble début mai en Mhm. tant que, un petit peu une espèce d'hybride product designer, UX designer, donc avec une très très forte composante d'expérience utilisateur. Et donc, j'interviens sur un périmètre qui est assez vaste parce que du coup, je vais travailler sur imaginer des solutions avec les équipes
imaginer des hypothèses, mener les tests utilisateurs, les rencontres avec les utilisateurs pour faire émerger des besoins, des hypothèses, et ensuite aller jusqu'à la concrétisation de ces hypothèses en solutions qu'on reconfronte à des utilisateurs et qu'ensuite s'assurer que ces solutions sont développables et lancées en ligne. Donc, donc voilà, c'est un gros travail. C'est assez vaste, c'était un petit peu un couteau suisse en fait. Voilà. Mais ça permet aussi d'avoir vraiment une réflexion globale et macro sur l'ensemble du produit, parce que du coup, je peux vraiment aider à penser cette expérience de manière complètement fluide et unifiée, et pour viser une conversion maximale. Et donc, en fait, ça me permet aussi de me rendre compte de tous les points de friction que les utilisateurs peuvent rencontrer et chercher les meilleurs moyens de les concrétiser. Très, très, très clair. Donc ça, c'est pour ton périmètre. Est-ce que tu as travaillé sur un sujet, une initiative en particulier à ton arrivée? Oui, alors quand je suis arrivé, donc d'abord, je devais commencer sur un super projet. Et puis, comme c'est l'univers des startups, je crois que j'ai dû pivoter de projet directement dans la semaine. J'espère que c'était un super projet aussi. Ah oui, le projet était génial. Mais justement, en fait, j'ai dû m'attaquer à notre application principale, qui est vraiment l'application que nos clients utilisent et que les utilisateurs rencontrent, et mener en fait une étude complète sur exactement comment fonctionnait cette application, quels étaient un petit peu les points de friction. Donc, ça a été un gros départ d'abord mener une étude avec des critères ergonomiques sur l'ensemble de l'application, sachant qu'elle fonctionnait déjà quand même bien. Mais justement, c'était avec ces critères ergonomiques identifier pas mal de points de friction, essayer de discuter avec les différentes équipes pour essayer de comprendre un petit peu les pain points qu'ils avaient pu rencontrer ça et là dans l'application, avec nos commerciaux pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que les clients aussi remontaient de leur côté comme problème. Et puis mettre en place en fait pas mal de tests d'usabilité avec des utilisateurs qui sont susceptibles d'être confrontés à notre solution, de façon à pouvoir en fait se rendre compte de pas mal des soucis qu'ils pouvaient rencontrer. Donc ça a été vraiment explorer tout ça et puis se mettre à concrètement en fait construire tout ça, tout notre parcours utilisateur au sein d'un immense Figma qui est devenu la zone d'échange en fait pour notre équipe produit sur l'ensemble de ce parcours utilisateur, et aussi construire en fait une espèce de design kit. Donc je ne vais pas appeler ça un design system parce qu'on doit encore travailler la partie développement et c'est un gros projet qu'on aimerait faire un jour, mais un design kit avec l'ensemble des composants qu'on veut utiliser dans notre application, de façon à pouvoir unifier, s'assurer que en fait, tous les écrans sont cohérents, que l'expérience qu'on propose est cohérente et fluide, et définir en fait aussi des axes cardinaux sur le projet. Donc pour moi, les axes cardinaux de point de vue de l'expérience utilisateur, ça va être la cohérence, la performance en termes de fluidité, l'adaptabilité, parce que Hubble est un système qui s'intègre en marque blanche dans pas mal des parcours de nos clients. Donc de mon côté, c'était aussi un petit challenge de en fait réussir à imaginer une expérience et en fait améliorer une expérience tout en sachant que beaucoup d'éléments étaient variables. Donc les couleurs changeaient, les fonds changeaient, donc le parcours pouvait vraiment changer du tout au tout, et je devais regarder sur comment est-ce que je pouvais proposer un petit peu cette variabilité tout en proposant un parcours qui soit quand même cohérent et optimisé au maximum. Oui, parce que là, du coup, le but, c'est vraiment pour l'utilisateur qui se rend compte de rien. Voilà, il est sur son site marchand ou autre, et vous intégrez de façon complètement... Voilà, parce qu'en fait, un des gros problèmes qu'on a avec ce genre de parcours, c'est que l'utilisateur peut avoir une sorte de perte de repère, une perte de confiance, parce qu'il se rend compte qu'il est en train de qu'il change d'environnement, que ce n'est pas les mêmes codes en termes d'identité, que ce n'est pas le même parcours auquel il est habitué. Et donc, c'est un point sur lequel on a voulu vraiment travailler en proposant une expérience qui soit fortement personnalisable à la marque de nos clients, de façon à ce qu'en fait les utilisateurs soient rassurés. Et c'est quelque chose qui a été... donc c'est un projet que j'ai du coup démarré en mai et qu'on a pu concrétiser. On a travaillé avec les développeurs et on a pu le sortir ici début octobre. Donc c'était super positif pour moi parce que c'était aussi la première fois que je voyais un projet vraiment prendre naissance et pouvoir le travailler de bout en bout
et le voir arriver au bout avec un respect de la vision qui était quasi parfait et aussi rapidement. Parce que, Ça a pris combien de temps du coup? Est-ce que là tu parles d'octobre? Tu as ouais. commencé, c'était Mais donc en mai, on a commencé à explorer un petit très peu rapide. les problèmes d'usabilité. Mhm. Donc pas mal de problèmes d'usabilité. Puis la mise à place, c'était vraiment pendant la période de l'été. Et Mhm. ensuite, on s'est mis à travailler avec les développeurs à partir de début août, en fait. Ok. Donc ça a été vraiment l'occasion de travailler avec les développeurs. Et bon, ça a aussi été un grand. Je crois qu'ici, chez Hubble, c'est la première fois que j'ai découvert l'agilité, enfin, la vraie agilité, à savoir qu'il y a des designs qui étaient passés avec les développeurs. Mhm. Ils revenaient discuter avec nous, ils échangeaient aussi sur tiens, on a pensé à ça, est-ce que ce serait pas mieux? Et donc, en fait, voilà, les designs n'étaient pas figés dans le temps non plus. Il y avait cet espace qui était laissé pour discuter. Et je crois que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui reste ici en continu dans l'expérience. C'est que de notre côté, on essaye de pas non plus figer les designs dans le béton, à savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonnes suggestions qui peuvent venir de l'équipe tech. Et donc, en fait, on réadapte parfois les designs en cours de route parce que ça fait plus de sens comme ça. Ok. Donc, Tu parlais de tests d'usabilité. Alors, je ne sais pas si tout le monde dans notre public connaît ce terme. D'ailleurs, j'en profite pour vous poser un petit sondage par niveau. Est-ce que vous êtes plutôt product owner, product manager, product designer? Je vous pose le sondage. Vous pouvez y répondre dans le troisième onglet sur votre droite. Vous avez un onglet chat, un onglet questions, un onglet sondage. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à poser vos questions et vous pouvez également voter pour les questions que vous voulez poser à Simon. On y répondra à la toute fin là, de notre échange avec Simon. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Et donc, du coup, je reviens sur ce terme d'usabilité. Simon, est-ce que tu aurais une définition à donner aux participants pour être sûr oui, que tout le monde est raccord sur le terme? donc les tests d'usabilité, c'est en fait ce qu'on utilise pour confronter les utilisateurs avec notre solution et Mhm. essayer de relever un maximum les points de friction, donc les problèmes qu'ils vont rencontrer dans leur passage, ou les points de doute, ou les points où ils ont un petit peu une perte de repères, où ils se sentent plus à l'aise dans le parcours. Ok. Donc Donc voilà, ça a vraiment été la première étape du début de ce projet, oui, les tests d'usabilité. Donc, j'imagine donc des entretiens aussi peut-être avec les utilisateurs ou oui. est-ce que vous avez été chercher d'autres infos, d'autres data peut-être? Mais on a déjà pas mal d'études, donc de rencontres avec les utilisateurs, d'entretiens avec eux, de tests sur la solution existante. Parce Mhm. qu'il y a une phrase de nos fondatrices que j'aimais beaucoup, qui est la vérification d'identité, c'est pas une fin en soi. C'est quelque chose qu'on fait pour atteindre un objectif. Donc nous, chez Hubble, on est vraiment cette petite brique du parcours qui s'occupe de la vérification d'identité. On n'est pas au tout début, on n'est pas à la toute fin. Donc, on s'assure vraiment de pouvoir proposer la meilleure expérience pour ce petit flow et que cette petite partie de l'expérience soit la plus optimisée possible. Les résultats, du coup, ça a été pas mal de rencontres avec les utilisateurs, du coup, qui étaient confrontés à ce genre de problème, à la procédure de vérification d'identité, d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui pouvait les gêner, comment est-ce qu'ils le vivaient généralement. Mhm. Pas mal d'études de la concurrence aussi, parce que c'est un secteur qui est en plein boom et qui bouge beaucoup. Mhm. Pas mal d'études aussi de la sécurité, parce que la vérification d'identité est quelque chose qui est extrêmement sécurisé et qui est appelé à devenir encore plus sécurisé. Donc pour le moment, par Mhm. exemple, il y a l'ANSSI qui travaille, qui a édicté des normes très très strictes concernant la vérification d'identité à distance. Et du coup, de notre côté, c'est s'assurer de respecter ces normes tout en proposant la meilleure expérience utilisateur possible. Parce que c'était assez essentiel pour nous que, en fait, ces niveaux de sécurité qui augmentent ne retombent pas sur l'utilisateur final. Parce que c'est quelque chose en général, au plus on augmente la façon simple et bête d'améliorer la sécurité, c'est juste de laisser tout reposer sur l'utilisateur final en mode choisissez un mot de passe à 48 caractères avec 12 hiéroglyphes, 87 majuscules et voilà. Et nous, c'est quelque chose qu'on voulait absolument pas avoir dans le parcours et on voulait garder ce parcours fluide, simple et super optimisé pour les utilisateurs,
de façon à ce qu'en fait, ce sentiment de sécurité, ce ne soit pas eux qui le vivent, mais que par contre, les fraudeurs se le prennent en plein. Donc, ça a été pas mal d'études de ce côté-là, et puis de mise à plat pour en fait se dire, tiens, voilà, on va mettre tout notre parcours à plat, on va lister un petit peu tous les points de friction, tous les points aussi qui sont améliorables de notre côté, parce qu'il y a des points, il y a aussi des points, par exemple, en amont et en aval du flow, sur lesquels, nous, c'est des informations qu'on doit retransmettre à nos clients, par exemple, pour leur dire, en fait, pour optimiser votre vérification d'identité ou votre taux de vérification d'identité, c'est important de donner telle et telle information à vos utilisateurs avant de le faire. Donc, évitez, par exemple, de lancer votre utilisateur dans un flux de vérification d'identité sans prévenir qu'il aura besoin d'un document d'identité original et aussi, par exemple, lui donner pourquoi est-ce qu'on te demande en fait, de vérifier ton identité à ce moment-là. Donc, vraiment réussir à préparer l'utilisateur à cette étape qui est quand même parfois un peu stressante, où on se dit où est-ce que vont partir mes données, qui est-ce qui va regarder ma photo, pour que cette étape se passe pour le mieux pour l'utilisateur et à continuer d'avancer dans son process aussi, autre que la vérification après. J'en profite pour vous poser un deuxième sondage. Est-ce que vous avez déjà, vous, réalisé une vérification d'identité à distance? Est-ce que, par exemple, quand vous avez créé votre dernier compte bancaire ou si vous avez créé un compte sur une app de betting, par exemple, est-ce que vous avez eu à faire cette vérification? N'hésitez pas à répondre dans l'onglet sondage. Donc, si je résume sur la première étape, donc les tests d'usabilité, beaucoup d'entretiens, des études de la concurrence, beaucoup d'informations sur la sécurité pour être sûr d'être dans les normes. J'imagine que vous avez dû collecter quand même beaucoup de problèmes ou de frustrations, beaucoup d'inquiétudes de la part de vos utilisateurs. Comment on fait quand on se retrouve avec une montagne de retours? Par quoi on commence? Comment ça se passe? Là, ça a été du coup un gros travail avec l'équipe produit, sachant que pour ça, j'ai une équipe qui est vraiment, vraiment top, donc sur lequel en fait, on a pu mettre tous ces problèmes à plat et essayer d'évaluer en fait pour chaque problème, selon plusieurs critères, par exemple en termes de priorité par rapport à notre roadmap, de criticité dans l'expérience utilisateur, d'importance pour l'expérience client. Parce qu'ici, comme on est une app du coup B2B2C, on a vraiment les priorités sur la roadmap parce qu'on est une startup, donc on évolue très vite, on bouge, le secteur est très très vivant, donc on doit beaucoup s'adapter aussi. Deux, les priorités des clients sur le marché qui peuvent être assez différentes et sur lesquelles il faut être assez à l'écoute et comprendre un petit peu. Et trois, les utilisateurs finaux en fait qui vivent cette expérience où c'est aussi important là. Et quatre, du coup, tout ce qui est légal, sécurité, et ampleur du problème aussi. Donc beaucoup de critères. Hein. Voilà. Et ça a été, oui, et aussi une sixième, c'était, une sixième idée de critères et la raison pour laquelle on a transféré en fait ce design kit vers l'application réelle, c'était aussi penser le projet de façon pérenne. Donc s'assurer de poser les bonnes fondations ici pour s'assurer que les évolutions qu'on voudrait faire dans le futur seraient possibles parce qu'on aurait déjà posé en fait toutes les fondations et les blocs qu'on aurait besoin. Donc, tu parlais du design kit que vous avez créé. Il est sur Figma ou c'est sur un autre outil? Sur Figma? Oui. Du coup, j'étais un grand adepte de Sketch avant d'arriver chez Bankin. J'étais assez réfractaire à Figma et puis en arrivant chez Bankin, je me suis dit que j'allais donner une chance. Et du coup, je ne suis pas déçu du tout de la bascule. Et ça nous permet de faire vraiment quelque chose de très, très puissant. Donc, on travaille notre librairie, notre librairie design est du coup dessus. La documentation par rapport au design est testée dessus. Notre flux complet est dessus aussi, ce qui nous permet d'avoir toujours une vue complète. Même chose, le flux est visible en prototype. Donc, ça permet aussi aux équipes de se dire, de voir le prototype rapidement et tout. Donc voilà. Ça marche. Je viens de voir une question de Gérald dans le chat. Ta question nous est-elle posée en tant que société souhaitant faire de la vérification d'identité ou en tant qu'utilisateur final? Alors moi, c'était plutôt en tant que vous, utilisateurs finaux, si vous avez créé votre compte.
bancaire, par exemple, pas en tant que société, mais très, très, très bonne question. Je reviens à nos étapes, Simon. Oui. Donc là, vous avez réussi à collecter plein d'informations, plein de problèmes. Vous les avez donc priorisés par rapport aux 6 critères que tu viens de nous citer. Comment vous faites, c'est peut-être un réflexe de PM que j'ai, mais comment vous faites pour dérisquer le risque d'aller dans la bonne direction et de se dire il faut plus aller vers ce problème pour essayer de répondre à ce problème plutôt qu'un autre. Comment on dérisque? Eh bien, c'était une grosse phase de retour vers les utilisateurs parce qu'en fait, du coup, une fois qu'on avait listé tous ces points de friction et leur impact, et un petit peu, on a travaillé avec l'équipe sur des hypothèses. Donc, en fait, pour les points de friction qu'on retenait, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme solution? Et du coup, on a refait des tests d'usabilité avec des prototypes qu'on a du coup présentés à des utilisateurs tests auxquels on les a confrontés aux prototypes. On a regardé un petit peu comment est-ce qu'ils vivaient l'expérience. On a regardé si ça améliorait par rapport à des critères qu'on avait édictés juste avant. Et voir un petit peu au fur et à mesure, voilà, si par exemple ça marche sur les utilisateurs tests, ça nous donne déjà un bon indicateur. Par contre, si ça ne marche pas du tout, ça nous donne un excellent indicateur, comme quoi il ne faut absolument pas aller par là. Ouais, là, c'est des risques au max. Voilà. Et donc, en fait, nos buts, ça a été vraiment de confronter à chaque fois toutes ces hypothèses et ces solutions à des utilisateurs. Et ensuite, de synthétiser tous ces retours des utilisateurs, toute cette phase exploratoire, de la synthétiser et de la partager à l'ensemble de l'entreprise. Parce que là, c'est quelque chose que... Toute l'entreprise. Ouais. Okay. C'est quelque chose... donc, en fait, lors des tests utilisateurs, de mon côté, j'essaye toujours d'embarquer quelqu'un de l'équipe avec, mais donc l'équipe au sens large. Sachant que pour chaque test utilisateur, il y a une place de libre et donc n'importe qui dans l'entreprise peut venir rejoindre et assister au test utilisateur et observer aussi. On essaye aussi un maximum quand on arrive à gérer la logistique, mais on essaye un maximum que les tests utilisateurs soient retranscrits en direct en interne dans l'entreprise en fait, donc ce qui permet à toute personne dans l'entreprise de voir directement ce qui se passe en test utilisateur. Et en fait, tous les tests utilisateurs sont enregistrés, synthétisés et documentés et servent de référence aussi pour les équipes. On essaye vraiment à chaque fois qu'on a fini un batch du test utilisateur, de synthétiser et de présenter en fait ce qu'on a retenu, s'il y a des choses qui ont changé, s'il y a des métriques qui ont été impactées ou pas lors de nos tests, et d'essayer un petit peu de documenter tout ça en fait. Ok. Donc ça fait une troisième grande étape. J'imagine que là, on va arriver à la mise en prod. Ouais. Oui, sachant que là, il y a encore une phase de dérisquage qui peut intervenir sur certains projets, parce qu'il y a certains projets du coup qu'on va A/B tester, parce qu'ils peuvent avoir un impact assez important sur le flux, et donc on doit s'assurer qu'ils vont fonctionner, sachant qu'on ne va pas non plus tomber dans les travers de tout A/B tester constamment. Voilà, on a certaines évolutions sur lesquelles on a des convictions très fortes, où les tests utilisateurs ont été très très positifs, et où ça répond en fait à un maximum des critères qu'on a dictés en amont. Donc, en fait, ça, c'est des points sur lesquels on a une conviction assez forte et qu'on va déployer, mais sur lesquels, par contre, on va garder un regard au niveau de la data pour s'assurer, effectivement, qu'il n'y a quand même pas une dégradation du flux ou quoi que ce soit et que ça va bien dans le sens. Donc, là. Mais par contre, pour tout ce qui a risque d'impacter le flux ou sur lequel on n'a pas une certitude absolue ou qu'on n'a pas pu assez dérisquer, on va vraiment, à ce moment-là, A/B tester et voir un petit peu qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans quel contexte. D'accord. Et sur cette partie A/B test, du coup, vous avez testé chez vos clients. Vous avez des clients avec qui vous avez des accords pour A/B tester sur leur parcours? Oui, on a des clients avec lesquels en fait on a des accords pour pouvoir en fait tester sur une petite portion de leur parcours, sachant que voilà, on va jamais, on impacte rarement l'entièreté du flux des clients. C'est vraiment, on va impacter 5% du flux d'un client, 5% du flux d'un autre et tout, de façon à avoir nous une idée quantitative assez importante, quoi. Donc voilà. Et puis j'imagine qu'une fois que la mise en prod est faite, ou même peut-être un peu avant, il va falloir communiquer sur ces nouveaux ajouts. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'aident sur justement cette partie-là? Ou peut-être que c'est une autre personne dans l'équipe justement qui est vraiment dédiée à ça?
Oui, ben, en fait, du coup, nous, on essaie de tenir un maximum l'entreprise informée. Enfin, il vaut mieux. Mais on tient un maximum l'entreprise informée de ce qui va arriver en production et des changements qui vont impacter. Et du coup, on travaille aussi très fort avec une product marketing manager avec qui, ben, en fait, j'échange de façon assez régulière pour trouver le meilleur moyen de présenter en fait ces nouveautés à nos clients, les annoncer en amont, montrer un petit peu ce qui va se passer, les nouvelles possibilités aussi qui sont offertes. Et donc, en fait, travailler ensemble sur ben, comment le documenter, comment l'expliquer. Et donc, ça, c'est des rencontres avec la Product Marketing Manager, mais aussi avec l'entièreté de nos équipes sales, en fait, qui sont en contact constant avec les clients et nos customer support aussi, pour leur dire, mais en fait, voilà, on ajoute ça, ça va avoir tel impact sur l'expérience et tel bénéfice. Et on aimerait bien justement que vous disiez aux clients un petit peu ce qui va se passer. D'accord. Oui, donc il y a une partie aussi un peu formation dans ton périmètre pour montrer comment fonctionne la fonctionnalité ou là, du coup le parcours dans sa globalité. Voilà, et montrer exactement bah, toutes les possibilités qui vont être offertes et tout. Donc de notre côté, il y a aussi un gros travail qui retombe sur l'ensemble de l'équipe produit, d'essayer de documenter un maximum toutes ces nouvelles fonctionnalités. Sachant que voilà, nous, notre équipe produit, on documente. La documentation va être très technique côté produit. Donc nous, on va vraiment annoncer techniquement les impacts et tout. Côté développeur, en fait, il y a aussi une documentation sur tout ce qui va être l'API et tout notre système. Et par contre, côté Product Marketing Manager et Customer Support, il y a une autre documentation qui est plus tournée client et qui est ben, les possibilités qui seront faites pour le parcours et tout, mais avec un côté moins technique, en fait. Et plus orienté, du coup, clients finaux, euh, qui sont vos clients, finalement, qui vont ajouter la solution dans leur parcours. Tout à fait. Ok, ça marche. Et c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as une initiative ou un autre sujet sur lequel tu as travaillé et où tu as pu vérifier que là, tout ce process fonctionnait bien? Ouais, ben justement, il y a ici, c'est le second gros projet sur lequel je travaille. C'est en fait dans notre parcours d'identité qui est certifié, on a des phases qui sont un petit peu des sortes de challenge. En fait, c'est des actions qu'on doit demander à l'utilisateur pour s'assurer que son document est bien authentique et pour s'assurer que c'est bien lui à la webcam, à la caméra. Et en fait, c'est voilà, parce qu'on doit lutter contre, par exemple, des injections de vidéos, des personnes qui se font enregistrer à leur insu, des deepfakes et tout. Et donc, en fait, c'est tous des challenges qui doivent être pensés de façon à produire comment est-ce qu'on dit, une entropie assez élevée. Donc, ils doivent être assez aléatoires pour que, ben, justement, on puisse pas les prévoir ni les enregistrer en avant. Et du coup, nous, de notre côté, ben, le challenge, c'est pouvoir proposer des challenges c'est pouvoir proposer en fait des challenges qui d'un côté, répondent à ce besoin d'entropie très élevé et de l'autre, ne soient pas non plus ultra compliqués pour les utilisateurs. Donc ça, c'est assez chouette parce qu'on a pu travailler avec le pôle recherche qu'on a au sein de l'entreprise, donc qui travaille beaucoup sur notre intelligence artificielle et nos algorithmes. Et donc, on a pu travailler à un POC avec, en fait, toutes les idées de challenge qu'on a pu imaginer. Donc, c'était une grande phase d'idéation. On a, en fait, d'abord un petit peu ouvert les chakras, où on est parti dans tous les sens en mode, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le meilleur des mondes? Et puis après, du retour à la réalité avec, oui, mais bon, qu'est-ce qui est envisageable? Et donc, on a pu développer très, très rapidement un petit POC entièrement fonctionnel et en fait tester tous ces challenges en test d'usabilité. Donc, on les a confrontés avec plusieurs dizaines d'utilisateurs de façon à se dire est-ce qu'il y a des challenges qui ne fonctionnent absolument pas, genre où l'utilisateur se demande ce qu'il doit faire, ou au contraire, est-ce qu'il y en a qui performent de façon géniale. Et donc, ça a été toute cette phase d'abord de dérisquage en test d'usabilité, d'exploration, de se dire un petit peu, explorer aussi qu'est-ce qui est possible à faire dans le cadre de notre expérience. Comme on propose un parcours en web app, il y a certains accès, par exemple, aux devices qu'on n'a pas, d'autres. Donc, c'est tous des critères à prendre en compte. Et donc, ça nous a permis d'isoler les challenges qui marchaient le mieux. Et là, on est en train de partir vers la phase d'A/B testing pour justement explorer maintenant de façon quantitative comment est-ce que ces challenges performent. Et donc, ça a été très chouette aussi.
Et comment, du coup, tu sais qu'un challenge a performé? C'est quoi vos critères de succès où vous vous dites, ah, celui-ci, il est loin devant. Oui, eh ben, nous, c'est vraiment le temps de réaliser. Enfin, il y a le temps de réalisation, le succès, parce que bon, c'est quelque chose d'assez commun, mais il y a souvent des utilisateurs qui sont persuadés d'avoir réussi, alors qu'en fait, ils n'ont pas du tout fait ce qu'on s'attendait à ce qu'ils fassent. Donc, il y a le temps de réalisation, le succès, essayer de comprendre aussi si à quel point l'utilisateur se sentait à l'aise, qu'est-ce que le challenge, à quoi servait le challenge selon lui, et le sentiment de sécurité. C'est est-ce que justement il se sentait en sécurité ou quoi. Et un tout petit qu'on essaie de garder aussi en tête, c'est est-ce que l'utilisateur se sent pas trop ridicule à le faire. Ridicule. Oui, parce que voilà, il y avait un des challenges qui avait été exploré à un moment, c'était de reproduire des grimaces devant la caméra, mais Ah oui, ça, les ah oui. utilisateurs nous ont dit que étonnamment, ils n'avaient pas trop envie de faire les clowns devant leur caméra. Oui, puis en termes de crédibilité, même pour l'outil, on pourrait peut-être se poser des questions. Voilà. Est-ce que c'est vraiment... Mais donc, voilà, il y a aussi quand même ce contexte de est-ce que je suis à l'aise de réaliser ça ou bien est-ce que ça me provoque une gêne et qu'en fait, on m'en demande trop. Sachant que voilà, c'est un des points d'optimisation constant de notre côté, surtout dans le Mhm. cadre de nos parcours les plus sécurisés, où il y a aussi toujours ce baromètre de ben, on demande en fait de plus en plus de choses à l'utilisateur et nous, on doit quand même s'assurer qu'on ne lui demande pas trop et qu'il ne se sent pas un petit peu oppressé par la masse de choses qu'il doit faire ou de données qu'il doit transmettre ou quoi. Parce que enfin, l'identité est quand même une donnée qui est extrêmement importante, confidentielle et sécurisée, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Quoi. Mm. Puis, je rappelle que l'objectif est que l'utilisateur termine son parcours chez votre client. Voilà. Donc, objectif, ne pas le perdre. C'est très clair. Tu as commencé, je reviens peut-être un petit peu sur les outils. Tu nous as parlé de Figma, tu nous as parlé de différentes documentations que vous aviez, soit dans Et l'équipe produit, mais aussi avec les équipes support, product marketing management. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et d'ailleurs, j'en profite, je vais peut-être partager un petit article sur Figma. Je crois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité là, qui est sortie il n'y a pas longtemps qui est plutôt sympa sur. C'est les commentaires, c'est ça, Simon? ouais, ça rend donc les commentaires un petit peu plus dynamiques, ça permet de se balader, de voir un petit peu, d'avoir un échange qui est un peu plus vivant parce que c'était assez séparé pour le moment. Donc c'est assez chouette. Mm. Là, nous, de côté de Figma, on utilise pas mal, j'utilise déjà pas mal de plugins en fait pour tester l'accessibilité en termes Mhm. de lisibilité du parcours. Un petit plugin que j'aime bien, Design Lint, qui est tout con, mais en fait, il s'assure que tous les éléments que j'utilise dans mes écrans sont bien liés à des éléments de design kit, parce que bah, des fois, on rajoute un truc et on ne fait pas trop attention. Pas mal d'outils de documentation. Donc, de notre côté, en fait, au sein de l'entreprise, on utilise Confluence, qui est un outil développé par Jira, qui est un petit peu comme Notion, et dans lequel on documente en fait l'entièreté du produit, donc notre parcours, la typologie de nos utilisateurs, l'accès à toutes les informations qui sont nécessaires. Et aussi, quelque chose qu'on a commencé à développer, c'est une liste des décisions design qu'on a prises. Donc, en fait, il y a certaines décisions qui sont prises, qui sont arrêtées, et ben, on les documente au sein de ce Confluence pour expliquer ben, pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision à tel moment. Par exemple, il y a une question qui revenait souvent de la part de nos clients, c'était pourquoi est-ce qu'on n'indiquait pas le nombre d'étapes. Et Mhm. en fait, c'est quelque chose qu'on a regardé, c'est notre parcours est très très rapide. Donc Mhm. pour une vérification d'identité, enfin avec le niveau de sécurité le plus élevé, on se trouve en dessous de 3 minutes. Donc on est à environ 2 minutes 50. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ce parcours est très très court, mais se découpe en plein de petites étapes. Vu qu'on a essayé de guider l'utilisateur au maximum, je veux dire, il y a des phases où il doit montrer le recto de sa carte, le verso de sa carte, le bouger et tout. Et nous, justement, on a fait le choix de guider l'utilisateur avec des écrans, avec des animations assez précises qui lui montrent exactement ce qu'il doit faire pour s'assurer en fait qu'une fois que l'utilisateur a passé la vérification d'identité, on est tout en main pour le valider. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de son côté que de lui dire 5 minutes après ou 15 minutes plus tard, ah ben en fait, non. Mais du coup, comme on a tous ces petits écrans, ben en fait, c'est rajouter le Le nombre nom pourrait d'étapes. faire peur. Voilà, ce serait étape 1 sur 38 et ça va à l'encontre du fait que notre parcours est au final très rapide et fluide pour une majorité d'utilisateurs.
Donc voilà, de ce côté-là. Et donc ça, par exemple, c'est une des décisions qu'on a arrêtées, entérinées et qu'on a rajoutées dans l'espace pour expliquer D'accord. un petit peu pourquoi. Il y avait aussi bêtement des choses comme il y a certains endroits de l'application qu'on utilise pour des liens. Pour un lien, par exemple, en haut à droite, c'est notre lien pour quitter l'expérience. Mais c'était assez important de garder ce lien, enfin de garder cet espace pour la même chose. C'est de ne pas soudainement avoir un écran sur lequel c'est une fonctionnalité différente, quoi. Et parce que bon, il y a toujours ces décisions en produit, on est sur un écran où il y a déjà 4-5 actions, et tout d'un coup, on doit arriver en mode ah ben il y a Légal qui a demandé absolument qu'on ajoute un 6e lien pour les RGPD ou je ne sais pas quoi. Et, et- et voilà, c'est un moment, c'est quelque chose sur lequel il faut aussi pouvoir argumenter et défendre. Oui, et acter la décision et avoir une trace du coup de cette Ouais. décision. J'imagine quand même pour les nouveaux collaborateurs qui vous rejoignent, ça peut être aussi utile pour comprendre comment le produit a été construit finalement. Oui, et comprendre justement les évolutions qu'il y a eu et pourquoi certaines décisions ont été prises. Et aussi que pour nous comme base de référence, parce qu'en fait, une équipe produit doit prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de décisions sur le produit au fur et à mesure de son avancement. Et on ne peut pas toujours tout avoir en tête, même si j'ai un collègue qui est très, très fort pour avoir l'entièreté de la documentation produit en tête, mais on n'est pas tous comme Oui, ça marche. lui. Et dans les premières étapes que tu nous as décrites, vous passez quand même beaucoup de temps avec vos utilisateurs à faire des tests, à prendre, à récupérer en tout cas les frictions qu'ils peuvent avoir, les problèmes qu'ils ont. J'imagine que c'est pas facile de trouver tout le temps des utilisateurs. Ou est-ce que vous avez un pool d'ambassadeurs dans lequel vous pouvez piocher régulièrement pour aller les interroger? Comment vous faites? Alors, de ce côté-là, enfin, nous, on a le gros avantage que, ben, en fait, à peu près tout le monde peut être confronté à une vérification d'identité un jour. Donc, notre champ d'utilisateurs est très, très vaste. Et comme on essaye d'organiser, bon, quand on n'est pas en phase de finissage d'ultra-production, on essaye vraiment de faire des tests utilisateurs toutes les 2 semaines. Donc, de maintenir ces points de rencontre avec les utilisateurs pour relever. Et donc, pour ça, on travaille avec une autre startup qui s'appelle Tandems et qui prend en charge en fait le recrutement des utilisateurs. Donc, nous, ça nous permet en fait, nous, on peut travailler avec eux en leur disant, ben voilà un petit peu les critères des utilisateurs qu'on aimerait rencontrer. Par exemple, les tranches d'âge, le type de métier, la localisation, quoi. Et en fait, eux font toute la coordination du recrutement des utilisateurs jusqu'à la rencontre le jour J. Donc, sachant que moi, tout ce que j'ai à faire, c'est m'assurer de valider les profils en amont. Donc, de dire, OK, ces profils-là nous intéressent ou pas. Et ça me permet aussi de calibrer les tests utilisateurs en se disant, ben, tiens, voilà, là, on va tester sur notre rangée d'âge classique, ou bien, ben, tiens, on va calibrer des tests utilisateurs sur des utilisateurs qui sont, par exemple, plus âgés et qui pourraient avoir plus de mal avec ce genre d'expérience. Et donc ça, c'est assez chouette. C'est depuis que je travaille, depuis que je travaille chez Hubble, on travaille avec Tandems de ce côté-là, et c'est super chouette. J'imagine que ça doit vous enlever une épine du pied assez conséquente parce que c'est pas toujours facile d'avoir accès à ces utilisateurs finaux ou à ces clients intermédiaires. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat si vous voulez aller regarder ce que fait Tandem. Ce que je te propose, Simon, c'est peut-être de regarder très rapidement le parcours que vous avez pu mettre en place. Hop, je partage mon écran et je te laisse commenter. Oui, pas de souci. Voilà, et voici. Voilà, donc là, en fait, c'est un petit peu les 4 étapes clés de notre parcours, à savoir, en fait, l'accueil de l'utilisateur, la possibilité de changer de langue, lui laisser l'espace aussi de se demander pourquoi est-ce qu'on me demande de vérifier mon identité, à quoi ça rime. Et puis, la deuxième étape qui est vraiment le scan du document d'identité. Donc, il y a en fait de s'assurer que l'utilisateur a bien son document d'identité avec, que c'est un document authentique, et qu'on peut faire toutes les vérifications de sécurité possibles. Sachant qu'on a, on a 2 parties. On a une première analyse qui est faite par nos algorithmes et l'intelligence artificielle, de s'assurer en fait qu'on reconnaît bien le document, qu'il a tous les éléments présents. Et une deuxième partie qui est par des opérateurs humains qui sont ici en France dans nos locaux avec nous et qui font un super travail d'identification parce que voilà, il y a souvent un fantasme de où en sont les ordinateurs actuellement en termes de
de vérification des choses. Et il faut être très, très réaliste, et c'est quelque chose que même l'ANSSI appuie du côté de son référentiel. On ne peut pas faire une vérification d'identité ultra sécurisée sans avoir un œil humain qui vient vérifier justement, qui vient vérifier certains points qu'une intelligence artificielle ou des algorithmes ne peuvent pas repérer. Et donc, ça, c'est un big up de notre côté à nos opérateurs au bureau, parce que ils ont des yeux, mais acérés comme pas possible, sachant que si c'était moi qui devais valider les documents, je ne verrais pas 80% des trucs qu'ils voient. Donc, et du coup, la troisième c'est étape... vraiment un métier à part entière. Ah oui, oui. Et la troisième étape, c'est la capture du visage de l'utilisateur. Donc, s'assurer en fait que c'est bien la personne qui possède le titre d'identité qui est face à la caméra. Et ça, la même chose, donc il y a toute une partie avec l'IA de vérifier que la personne est bien présente, qu'elle bouge bien, qu'on a tout ce qu'il nous faut. Et une partie côté des opérateurs humains, de s'assurer de faire cette vérification. Parce que quand on a des documents d'identité qui durent pendant 15 ans, par exemple, je ne connais pas beaucoup de personnes qui, en 15 ans de leur vie, ne changent pas très, très fort physiquement. Ou quand il y a un confinement qui passe, par exemple. Et du coup, en fait, les opérateurs sont formés à justement pouvoir valider une personne, même si le temps a passé ou quoi que ce soit. Et donc, une fois que ces deux grosses étapes sont validées, de l'autre côté, c'est renvoyé vers le parcours client en mode, OK, maintenant, on va vérifier votre identité. On vous renvoie vers la fin du parcours client. Et en fait, nous, de notre côté, on fait ces checks de validation et on envoie une réponse au client disant que l'identité a été validée ou invalidée dans les mois. Ok, très, très bien. Donc, les 4 grandes étapes, et tu nous as mis également une petite vidéo. Oui, sachant, voilà, ça a été une des grandes convictions quand je suis arrivé, c'était que le parcours pouvait se faire à la fois sur mobile et sur desktop. Et en fait, on s'est aperçu que les caméras qui étaient embarquées sur les ordinateurs portables ou les ordinateurs en général étaient vraiment, vraiment catastrophiques. Et donc, ça ne permettait pas d'avoir des documents d'identité scannés de manière correcte. Ça, plus les gens avaient du mal à le manier. Et donc, on s'est mis à penser vraiment à un parcours hybride qui pouvait démarrer sur desktop et ensuite passer en mobile pour en fait faire toute cette phase de capture du document en mobile. Et donc, on a développé ce parcours où tu peux en fait te balader, transitionner de l'un à l'autre sans avoir aucun souci. Et là, récemment, ça a été l'ajout de QR code où honnêtement, il y a 3 ans, on m'aurait dit oui, on va faire scanner un QR code aux gens, j'aurais regardé les personnes en les traitant de fous et en disant que ça ne marcherait jamais. Et puis, il y a une pandémie qui est arrivée. Maintenant, tout le monde est à l'aise avec les QR codes. Et nous, ça nous permet de proposer une expérience où l'utilisateur peut le faire même s'il n'a pas accès à ses SMS. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a une connexion Internet mais qui n'a pas accès à son réseau téléphonique arrivera quand même à faire la vérification d'identité. D'accord. Et vous avez des chiffres, enfin, vous suivez des stats qui montrent qu'il y a une meilleure complétion du parcours sur le mobile, du coup? Alors ça, c'est quelque chose qu'on a suivi d'assez près. Je n'ai pas les chiffres ici en tête, mais on a vraiment optimisé tout le parcours pour s'assurer justement que ça convertissait mieux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a fait quand même une nette augmentation avec les captures sur mobile en termes de qualité de la capture du document, de qualité de la capture de la personne. Donc en fait, nous, de notre côté, ça a augmenté le nombre d'identités qu'on peut valider en termes de, en fait, le document est bien authentique. On a pu vérifier tous les petits indicateurs de sécurité du document. Ce qui parfois, en fait, il y a certaines identifications qui étaient faites sur desktop avant où on n'allait pas forcément pouvoir s'assurer, enfin, pouvoir valider à 100% que le document était authentique parce que la qualité était trop dégradée. D'accord. Très, très clair. Merci en tout cas pour ce partage, Simon. On va arriver à la fin de notre meet-up. Est-ce que tu as des tips à partager aux participants qui aimeraient se lancer dans la création d'un process ou peut-être juste l'amélioration de leur quotidien avec les équipes transverses dans leur boîte? Oui, alors moi, du point de vue de l'expérience utilisateur, ça peut paraître bateau à dire, mais je sais qu'on est parfois coincé, qu'on ne peut pas le faire, mais essayez vraiment au maximum d'aller à la rencontre des utilisateurs. Battez-vous, désobéissez, mais allez à la rencontre des utilisateurs parce que ça permet de relever beaucoup de choses, de s'apercevoir d'énormément de problèmes et faites votre possible aussi pour embarquer les équipes.
Parce qu'en fait, l'ennui, c'est qu'on a beaucoup tendance à travailler dans les entreprises à silo fermé et à perdre au fur et à mesure le contact avec l'utilisateur. De notre côté, même chose, on a une connaissance empirique de notre produit. Donc, nous, par exemple, chez Hubble, je crois qu'on devient spécialiste en parcours de vérification d'identité. Je pense que l'ensemble de la boîte peut réussir le parcours en 30 secondes, tellement on est habitué. Mais donc, c'est très, très important d'en fait, embarquer les membres de l'équipe et leur montrer vraiment comment l'expérience est vécue au jour le jour par les utilisateurs et se rendre compte, en fait, de ce qui se passe. Et nous, ben, ça a permis, je veux dire, tous les métiers que j'ai faits, dès que j'ai pu amener des personnes dans les rencontres utilisateurs, ça a à chaque fois été extrêmement riche. Ils se rendent compte de plein de choses. Ils reviennent avec plein d'idées, parfois un petit peu trop. Parfois, il faut un petit peu les calibrer aussi. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup à y gagner. Et documenter un maximum. Voilà, parce qu'on ne sait jamais quel élément on peut avoir besoin ou se référer à quelque chose. Donc, c'est important aussi de garder la documentation et de pouvoir se dire au fur et à mesure, tiens, de notre côté, donc il y a les décisions design. On a par exemple dans notre Figma, il y a le flux complet. On ajoute tous les points de friction qu'on continue à détecter sur le parcours en se disant, tiens, voilà, on a détecté ça côté des utilisateurs. On a une question côté data, est-ce qu'on peut creuser? On a des clients qui reportent à l'interrogation. Est-ce que c'est une hypothèse qui se vérifie côté des utilisateurs ou pas? Est-ce qu'on peut rassurer ses clients? Ou bien est-ce que le point est pertinent et que justement, c'est quelque chose qu'on doit absolument creuser de notre côté en test utilisateur? Et donc voilà, c'est toutes ces indications et cette documentation qui permet aussi d'améliorer le produit au quotidien. Écoute, j'ai l'impression que certains de nos participants valident ces deux conseils. Ce que je te propose, Simon, c'est qu'on passe aux questions. On en a eu un certain nombre. N'hésitez pas, vous pouvez voter sur les questions que vous voulez absolument avoir une réponse de la part de Simon, sachant que si on n'a pas le temps de répondre à tout, pas d'inquiétude, Simon pourra prendre le temps de son côté pour y répondre à l'écrit. On vous les transmettra dans quelques jours. Directement. Donc, je vais commencer par la première question. Elle est de Aurélie. Oui. Est-ce que les interviews utilisateurs se font au niveau de l'utilisateur final ou uniquement les remontées de vos clients qui eux-mêmes connaissent leurs clients? Alors, nous, on travaille vraiment les rencontres utilisateurs avec des utilisateurs finaux, donc avec des personnes lambda qui peuvent être confrontées à la vérification d'identité. On prend en compte les retours des clients qui passent par nos CSM et nos CS et les rencontres qu'on a. On les prend en fait, on les prend en compte sous forme d'hypothèse parce que il y a une connaissance d'un côté des utilisateurs clients, mais il peut y avoir aussi beaucoup de biais et beaucoup d'impressions en fait. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le métier du UX. C'est des gens, par exemple, qui vont penser que l'utilisateur pourrait penser que, et ça devient tout d'un coup une vérité absolue alors que ça ne se vérifie pas forcément. Donc nous, de notre côté, en fait, on prend ces retours clients, on en fait des hypothèses et on les reconfronte lors des tests utilisateurs. Donc en fait, lors des tests utilisateurs, on se fait une liste de choses qu'on veut observer et qu'on veut tester et on les confronte au fur et à mesure. Et donc c'est une exploration qui va, tant lors des tests d'usabilité, nous donner un petit peu plus de données, tant du côté data, un petit peu permettre d'explorer. Mais donc, c'est vraiment important de notre côté de rester en contact avec le terrain et de pouvoir s'assurer que l'expérience est ultra optimisée pour les personnes qui vont y être confrontées totalement. Vraiment l'utilisateur final. Oui. Ça marche. Il y a Eric qui nous demande où sont justement localisés les tests utilisateurs. Comment vous prenez en compte l'internationalisation des usages? Alors, pour les tests utilisateurs, on a une partie en ligne et une partie en réel, sachant que on essaye quand même de garder un maximum en réel. Pour l'internationalisation, alors c'est très marrant parce que c'est là que j'ai vécu aussi le côté startup chez Hubble. C'était que j'ai remarqué qu'il y avait 2-3 petites incohérences dans les traductions. Et du coup, je me suis retrouvé en charge de la traduction. Mais donc, c'est un projet très chouette à chapeauter, mais qu'on va explorer de notre côté aussi. Ça va être justement aller au contact de ces utilisateurs. Donc, sachant que on a de la chance que Paris étant une capitale et donc assez cosmopolite, on peut avoir pas mal de typologies d'utilisateurs. Mais je regarde aussi de mon côté de façon à pouvoir mener ces tests utilisateurs à l'international. Et donc là, pour le moment, pour certaines typologies d'utilisateurs assez précis, on a quand même des clients tests qui nous donnent beaucoup de données en fait, et qui nous remontent beaucoup de choses, qui nous remontent des vidéos aussi
voilà, il y a des choses sur lesquelles c'est vraiment aussi les échanges très riches avec les clients qui nous permettent d'améliorer de ce côté-là. Vous êtes capable, je suis désolée, je rajoute une question en plus. Ouais. Vous êtes capable, du coup, de faire de la vérification d'identité sur le marché français, mais aussi d'autres pays? Oui, oui, techniquement, mais techniquement, on peut faire de la vérification pour à peu près toute la planète. Ça va vraiment dépendre du document. Par exemple, voilà, il y a un passeport chinois, il n'y aura pas de souci. Par contre, une carte d'identité chinoise, on aura plus de problèmes parce qu'il n'y aura pas forcément les caractères lisibles de notre côté. Mais voilà, de notre côté, par exemple, l'expérience est disponible en 7 langues, donc qui ont été déployées au fur et à mesure selon les besoins des clients. C'est aussi une conviction de notre côté d'avoir voulu apporter une traduction qui soit faite par des vrais traducteurs et pas offrir en fait 80 langues, mais toutes traduites via Google Translate en fait. Donc, ça a été tout un travail de ce côté-là, de s'assurer qu'on travaille aussi avec des traducteurs qui connaissent un petit peu les finesses pour chaque mot, pour mieux guider les utilisateurs. C'est là que je me suis rendu compte que, par exemple, l'onomatopée « oups » avait une version différente dans chaque langue et qu'il y avait aussi des façons de gérer des choses dans les langues qui pouvaient être très, très différentes. C'est assez chouette de ce côté-là. Super. On a Louis qui est remonté dans les votes. Sa question, c'est: avez-vous une équipe dédiée aux recherches sur les types de titres par pays et leur évolution? Par exemple, permis rose versus nouveau permis, nouvelle carte d'identité, pays sans carte d'identité, par exemple. Oui, mais c'est un gros focus pour la boîte, vu qu'en fait, c'est notre corps de métier. On a vraiment des membres au sein de l'entreprise qui sont dédiés à suivre les évolutions du marché, à connaître un petit peu les nouvelles choses qui sont amenées et à voir un maximum ce qu'on peut faire, sachant qu'il y a énormément de suivi des différentes règles gouvernementales qui vont être édictées un petit peu partout. Il y a énormément de suivi de la recherche aussi, côté de la biométrie, en fait, et tout, et en fait, de suivi, tracking de ces documents. Et de notre côté, il y a aussi une recherche et une formation constante de nos opérateurs pour s'assurer de suivre les derniers critères de sécurité. Et en fait, connaître, tiens, quand un nouveau document est lancé, quels vont être les critères de sécurité, qu'est-ce qui permet de s'assurer de son authenticité, essayer de mettre la main sur un vrai document. Et donc voilà, donc il y a vraiment des personnes dédiées qui sont en charge de ça et on se tient au courant continuellement. C'est quel document qui est le plus vérifié? Alors, nous, vu qu'on a démarré en France, sans grands étonnements, ça va être la carte d'identité française. Mais ensuite, on a je crois, la Belgique. Donc, ça, c'est chouette. Bon, si ce n'est qu'il y a souvent des fraudeurs, donc c'est moins chouette. Mais après, ça va varier beaucoup selon les clients. Voilà, parce qu'on a des clients, on a en fait chaque client peut définir exactement le type de document d'identité qu'il aura besoin, et enfin qu'il accède dans son parcours versus ce qu'il ne veut pas. Et donc, en fait, les documents d'identité changent vraiment pour les types de clients. Ok, très clair. Je te propose de prendre encore peut-être 2 questions. Ouais. Alors, on va prendre celle de Sandra. Qui est honneur de produire cette synthèse des tests? Est-ce que c'est les UX designers, donc toi? Est-ce que c'est les product managers? Est-ce qu'il y a des personnes dédiées sur ces restitutions? Alors, pour produire en fait donc les retours, les synthèses des tests utilisateurs, là, ça tombe sur moi pour le moment. Voilà, c'est l'entreprise est quand même, l'entreprise est en pleine croissance, donc on a plein de postes de recrutement ouverts, mais du coup les choses évoluent très vite aussi. Et voilà, moi je suis assez à mon aise à justement pouvoir jongler avec pas mal de choses. Mais donc pour le moment, ces synthèses, elles sont produites à l'issue des tests utilisateurs. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais mener les 10 tests utilisateurs avec une personne à chaque fois qui va accompagner, qui va aussi être confrontée aux questions, qui va pouvoir relever pas mal de choses. Et à l'issue de ces batchs en fait, de 10 tests utilisateurs, on regarde un petit peu, on fait l'analyse ensuite de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, est-ce qu'il y a des points communs qui ont été repérés dans tous les tests utilisateurs. Et donc, c'est ça que je synthétise de mon côté. Très bien. Et est-ce que tu peux juste nous repréciser, par exemple, la composition de ton équipe oui. aujourd'hui? Alors,
Du coup, mon Ton- équipe, on a un Head of Research, une Data Analyst, 3 PM et moi. Donc, Super. Allez, ça fait le lien avec la dernière question qu'on va prendre, celle d'Aurélie, qui est comment est pilotée la data? alors, la data, vaste sujet. Donc, du coup, nous, de notre côté, il y a le pôle data qui s'échine sur Metabase, donc, qui est un outil assez puissant. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est fait avec les développeurs sur exactement les événements qu'on veut observer au niveau du flux, sachant que sur chaque projet, on définit exactement qu'est-ce qu'on veut observer, quelles sont les métriques qu'on veut suivre et tout. Donc ça, c'est implémenté côté dev. Et ensuite, tout est remonté au niveau de Metabase, où ben là, notre équipe data est disponible ben, pour répondre aux questions, mais aussi Metabase, en fait, permet d'édicter... donc je ne connaissais pas l'outil, mais Metabase permet d'édicter des questions, en fait, donc des choses où on peut se demander, ben, tiens, quel est l'âge moyen de nos utilisateurs? Et donc, en fait, notre équipe data crée beaucoup, beaucoup de ces questions de façon à ce qu'elle serve de point de référence. Et en fait, ça permet de suivre toutes les évolutions avec quelque chose qui est intelligible pour un être humain lambda qui ne baigne pas dans la data. Et donc ça, il y a un gros, gros travail. Et sachant que c'est beaucoup d'allers-retours, c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs intégrés ici à l'équipe produit, parce que ben, en fait, ça nous permet vraiment d'interagir, de beaucoup échanger et de constamment, ben, dès qu'on a des questions ou des hypothèses, aller les confronter avec eux, voir un petit peu ce que eux de leur côté disent. Et voilà quoi. Donc très puissant de ce côté. Ok, donc Metabase, Oui. ça marche. Et allez, dernière question de Pierre, quel est le ratio UX versus POPM versus Dev? Est-ce que tu peux aussi rappeler peut-être le nombre de personnes que vous êtes chez Hubble? Tu as dit que vous recrutiez beaucoup de Oui. personnes. Et aujourd'hui, vous êtes Alors, combien? alors là, je t'avoue que je pense qu'on doit être une soixantaine pour le moment. Je pense qu'on doit être une soixantaine pour le moment. Je vais me faire Ok. taper dessus mais, mais voilà, donc on est une Ça soixantaine grossit vite. découpée en. Oui, voilà, c'est entre le confinement, le fait on a une équipe d'opérateurs en fait qui du coup est présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mhm. Mais du coup, avec par exemple des équipes de nuit que moi j'ai peu de chances de croiser, sauf D'accord. si j'ai une insomnie ou quoi. Mais du coup, ça bouge beaucoup. Le confinement aussi n'a pas aidé. Par exemple, ben, au début, quand je suis arrivé, il y a des personnes que j'ai pas croisées avant très très longtemps de mon arrivée dans la boîte. Donc il y a vraiment une partie, un pôle opérateur qui est en charge de la vérification humaine des pièces d'identité et des personnes. Il y a notre pôle tech, donc avec tous nos développeurs. Il y a le pôle research, donc qui est en charge justement de la recherche sur les algorithmes, sur l'intelligence artificielle, sur le tracking des documents, sur les possibilités qu'on a en tant que web app. Donc qu'est-ce qu'on peut faire tourner, qu'est-ce qu'on ne peut pas. Il y a notre équipe produit, il y a notre équipe produit donc avec les PM et la data et moi. Et Mhm. notre équipe marketing communication, notre équipe CSM, notre équipe sales. Donc Ça fait voilà, beaucoup. oui. Et donc voilà pour le moment. Et du coup, pour le moment, le point de vue du design, comme je suis encore seul sur le périmètre, je saute pas mal de projet en projet. Même Mhm. chose, c'est quelque chose sur lequel je garde un œil sur s'assurer que ben, je ne prends pas non plus trop de choses, enfin trop de choses que ce que je peux supporter. Et côté des devs, ben, c'est une organisation en squad en fait, où chaque squad va être en charge d'une amélioration précise. Et donc ça, ils sont auto-organisés. Je crois que c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup, beaucoup aimé chez Hubble, c'est qu'il y a cette vision aussi des développeurs comme étant des membres à part entière de l'équipe et enfin pas vus comme des exécutants comme j'ai pu le voir dans trop de boîtes en fait. Les développeurs sont présents, ils s'auto-organisent, ils sont responsables de leur travail, ils se vérifient ou quoi, et donc c'est quelque chose de notre côté qui est super important aussi quoi. Donc il y a vraiment un travail d'échange égal entre les développeurs et notre équipe pour s'assurer d'arriver au meilleur quoi. Mm. Tous au même niveau. Voilà. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Simon, pour toutes tes réponses à ces questions, pour
tous les détails que tu as pu nous donner sur le process que vous avez mis en place, que ce soit pour là, les challenges ou l'optimisation du parcours. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez des questions qui arrivent après, n'hésitez pas à contacter Simon via LinkedIn peut-être, Simon? Oui, pas de souci, via LinkedIn, Twitter, ouais, pas de souci. Et puis, on vous retrouve donc très rapidement. Vous pourrez retrouver le replay également en vidéo demain ou après-demain, mais très très rapidement. Idem sur la partie audio. Je vous remets les liens dans le chat et puis j'espère vous retrouver très vite pour le prochain meet-up LPCX. Merci encore Simon, merci à vous Alors, les merci. participants et à très bientôt.